Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui. Je travaille, comme David l'a dit, dans l'équipe d'épigénétique du Centre international de recherche sur le cancer. Un de notre projets principaux, c'est de profiler la méthylation dans les cancers, dans les carcinomes hépatocellulaires, entre eux. Et ce que je veux présenter aujourd'hui, c'est un peu ces deux choses, la méthylation comme biomarqueur dans les cancers de foie. Et dans une deuxième partie, je veux parler de la hydroxyméthylation qu'on connaît un petit peu moins maintenant. Et on commence juste à comprendre les fonctions de l'hydroxyméthylation. Et spécifiquement, je veux parler de la hydroxyméthylation pendant la différenciation des progéniteurs de foie. Je veux remercier les intervenants précédents parce qu'ils ont très bien présenté l'épigénétique et la méthylation, surtout la première présentation, dont ça va être beaucoup plus simple maintenant de parler de la méthylation de l'ADN. Vous savez déjà, c'est l'addition d'un groupe méthyle sur une cytosine. Normalement, ça se passe dans une cytosine qui précède une guanine. C'est pour ça qu'on appelle ça un site CPG. Dans une copie d'ADN humain, on trouve à peu près 25 millions de sites CPG comme ça, et la plupart d'entre eux sont méthylés. Et ça, comme c'est mentionné aussi, c'est lié à une fonction répressive sur des transposons, ça c'est nécessaire, il faut qu'ils ne soient pas exprimés. Dans la méthylation, globalement, les sites CPG globalement sont méthylés avec certaines exceptions. Entre eux, la plus importante, la plus connue, c'est des sites riches en rayons CPG, en sites CPG, connus comme îlots CPG. Comme on voit ici, les îlots CPG, normalement, ne sont pas méthylés, et beaucoup d'entre eux se trouvent dans les promoteurs des gènes, de beaucoup de gènes. Quand ils sont méthylés, normalement, ça entraîne la suppression de l'expression, les gènes silencieux. Et on a pris beaucoup d'autres choses. C'est un peu les concepts basiques de la méthylation comme suppresseur de l'expression des gènes. Mais on a beaucoup évolué à niveau des techniques pour étudier, pour analyser la méthylation. Donc, on a commencé, ça fait longtemps, avec des gènes candidats et des techniques avec lesquelles on pouvait analyser peut-être un gène, 2 gènes, 10 gènes, comme le pyroséquençage ou la PCR méthyle spécifique. Maintenant, on peut analyser des centaines, des milliers ou des millions de sites CPG dans le génome. Ça aussi, ça compliquait beaucoup les analyses, mais ça donnait beaucoup plus d'informations sur la méthylation dans des régions qui ne sont pas des régions promotrices. Donc, on comprend un peu mieux ce qui se passe entre les gènes et d'autres régions régulatrices, comme les enhancers, des régions dont les facteurs de transcription se fixent. Et c'est des régions génomiques qui normalement ne sont pas une concentration de CPG si forte que sur les îlots CPG. C'est un peu intermédiaire. Et aussi la méthylation dans ces endroits, c'est une méthylation intermédiaire. Quelle information on peut trouver dans la méthylation? On peut trouver beaucoup d'informations sur un tissu. Si on analyse la méthylation, déjà on peut savoir s'il s'agit d'un tissu, d'un individu, d'un homme ou d'une femme, juste par rapport à la méthylation des chromosomes sexuels, surtout les chromosomes X, on peut savoir facilement l'origine de ce tissu. Mais en plus récemment, on connaît que la méthylation, c'est très lié à l'âge aussi. Donc, avec juste 300 CPG, 6 CPG très spécifiques, on peut savoir avec beaucoup de précision l'âge de l'individu qui a donné ce tissu. Donc, des choses basiques comme le sexe ou l'âge, on peut trouver avec la méthylation. On peut savoir aussi l'origine de ce tissu. Donc, on sait que la méthylation est très spécifique de chaque tissu, de chaque cellule aussi, de chaque type de cellule.
Ça, c'est une des premières analyses à niveau génomique qu'on a fait dans différents tissus. Surtout, c'était une étude centrée sur les foies, sur les cancers des foies. Mais là, on ne parle pas des cancers, mais juste des tissus normaux. On peut voir comment des lignes cellulaires, des foies ou des autres tissus, comme l'œsophage, par exemple, sont très bien différenciés entre eux, juste par rapport à la méthylation. Dans ces cas-là, c'est méthylation de une centaine de promoteurs. Donc, avec le profil de méthylation, on peut savoir l'origine du tissu aussi. Et dans le cas des cancers, on peut bien séparer un tissu cancéreux des tissus adjacents, comme vous le voyez ici dans le heatmap à gauche. Donc, il y a des grandes différences de méthylation. Il y a hypométhylation globale, il y a une hyperméthylation dans certains gènes, comme des gènes suppresseurs tumoraux. On peut savoir aussi, si on prend juste les tumeurs, on peut voir aussi la différence par rapport à la progression tumorale. On peut différencier ici les tumeurs, et dans ces cas-là, les gènes sont plus méthylés dans les tumeurs plus avancés. On a des informations aussi au niveau de l'étiologie de ces tumeurs. On peut voir des différences dans ces cancers de foie quand ils sont d'origine d'une étiologie alcoolique, ou si c'est occasionné par une infection par le virus de l'hépatite B ou C. Donc, pour résumer cette partie, les données de méthylation de l'ADN contiennent des informations sur l'âge, le genre, l'origine des tissus, la présence ou pas de cancer, et la progression des tumeurs et les expositions potentielles. Parce que l'ADN, c'est très stable, aussi c'est pratique à analyser, même dans des échantillons de paraffine, par exemple. Et parce qu'on connaît les méthodes très bien, sont bien définies les méthodes pour analyser la méthylation. C'est très prometteur comme marqueur. Et en plus, c'est potentiellement réversible comme marqueur, donc il y a des implications thérapeutiques. Mais en plus d'être un biomarqueur, on est intéressé par les possibles mécanismes que la méthylation peut jouer pendant la transformation, la carcinogénèse. Donc, quel est le rôle spécifique de la méthylation dans ce processus? Donc, je vais parler un petit peu maintenant de la différenciation cellulaire, la différenciation normale. On connaît beaucoup plus maintenant avec toutes les études de reprogramming, programming, on connaît mieux comment établir l'identité d'un hépatocyte. Et on peut voir dans les cancers, on peut le voir comme une crise d'identité dont les cellules sont moins différenciées. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre la différenciation. Et on sait maintenant que la différenciation de n'importe quel tissu, c'est dû à l'action progressive des facteurs de transcription. Chaque facteur de transcription va contrôler un programme d'expression différent et progressif, comme vous le voyez ici. Par exemple, dans le cas des hépatocytes, on a un facteur de transcription qui commence à travailler très tôt, c'est FOXA2. Et plus tard, on a des facteurs comme GATA ou HNF4-alpha, c'est un facteur nucléaire hépatocytaire. Et donc, tous ces facteurs dépendent de la chromatine pour sa fonction. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, les facteurs de transcription se fixent sur certaines régions avec un niveau de méthylation intermédiaire. Donc, c'est pour ça qu'on s'est posé la question si la méthylation peut jouer un rôle aussi pendant la différenciation. Donc, on a utilisé un modèle in vitro de progéniteur qui correspond un peu ici à la dernière partie de différenciation. C'est un progéniteur bipotent, les cellules hépariniques qui sont capables de se différencier en cellules hépatocytaires ou biliaires, avec un protocole in vitro qui prend à peu près 4 semaines. Comme vous voyez ici, les progéniteurs à gauche sont morphologiquement très différents des cellules hépatocytes après 4 semaines de différenciation. Et à part la morphologie, il y a beaucoup de différentes expressions entre des expressions des gènes
liées à la fonction hépatocytaire comme l'albumine ou cytochrome. Et vous voyez ici aussi par immunofluorescence l'expression de HNF4A c'est progressivement exprimée pendant la différenciation. Donc ce qu'on a fait, c'est de prendre l'ADN à différents segments de différenciation et analyser la méthylation avec des arrays de Illumina 450K. Et c'est ce qu'on peut voir ici. La première chose qu'on était surpris, c'est par il n'y avait pas beaucoup de différences déjà. On s'attendait à beaucoup de différences à niveau génomique pendant un processus si important et morphologiquement si drastique de différenciation. Mais on a trouvé que peu de différences progressives, comme vous le voyez. Il y a une partie des gènes, à peu près la moitié, qui sont progressivement hyperméthylés, et il y a autre partie qui est progressivement déméthylée. Mais entre ces gènes, on a trouvé HNF4A, justement, que j'ai parlé tout à l'heure, qui est un facteur de transcription qui contrôle les programmes hépatocytaires d'un hépatocyte adulte. Et c'est ce qu'on a vu et on a validé, une déméthylation progressive pendant la différenciation d'une région du gène HNF4A. Donc, ce gène, c'est très important et c'est plus complexe comme gène parce que ce n'est pas un seul gène, mais beaucoup d'isoformes dépendant de deux promoteurs différents. Donc, on a un promoteur proximal qui s'appelle P2, un promoteur distal qui s'appelle P1 et différents isoformes dépendant de chaque promoteur. L'importance de ça, la différence de méthylation qu'on a trouvée correspond au promoteur A. On n'a pas trouvé de différence sur le promoteur 2. Et l'importance, c'est que ces isoformes de différents promoteurs sont exprimés. Le promoteur P2 dans les hépatocytes, dans le foie fœtal, et les isoformes issus du promoteur P1 sont exprimés dans le foie adulte. Donc, ça a forcément une importance pendant la différenciation. Donc, on s'est centré sur cette déméthylation qu'on voit ici. Et maintenant, on va parler un petit peu de l'hydroxyméthylation parce que c'est ce qu'on a fait après. Et, comme vous le savez déjà, la méthylation c'est catalysée par des enzymes qui s'appellent DNMTs, DNA methyltransferases A, 3A, 3B. La déméthylation, par contre, c'est différent. Il y a deux façons différentes de déméthyler un gène, soit passivement ou soit activement par enzymes qui s'appellent de la famille TETs. Il y a trois enzymes TETs qui hydroxylent, qui produisent une oxygénation d'un site méthyle. Ça s'appelle l'hydroxyméthylation, qui finit par une déméthylation totale. Donc l'hydroxyméthylation, c'est un intermédiaire de la méthylation, mais c'est important parce qu'apparemment, par des études récentes, l'hydroxyméthylation peut avoir une fonction per se. Pas juste une déméthylation, mais il peut signaler quelque chose. Donc on s'est intéressé par l'hydroxyméthylation parce qu'on avait une déméthylation des promoteurs P1 de HNF4A. Et c'est ce qu'on a vu, en effet, on a trouvé une augmentation de l'hydroxyméthylation spécifiquement sur ces promoteurs P1. Par contre, on n'a pas vu de différence sur les promoteurs P2. Ensuite, on a analysé si cette expression avait des conséquences, l'hydroxyméthylation avait des conséquences sur l'expression de deux groupes d'isoformes de ces gènes. Donc, on peut voir ici l'expression de l'ARN, à niveau de ARN, pour les deux promoteurs. Déjà, sur les progéniteurs, à niveau des progéniteurs, on ne trouve qu'un seul groupe d'isoformes, les isoformes qui correspondent au promoteur P2. Et progressivement, on voit comme les isoformes P1 s'exprime progressivement plus et finalement, presque toute l'expression de HNF4A, quand les cellules sont déjà hépatocytes, toutes les expressions dépendent des promoteurs P1 de HNF4A. Vous voyez la même chose ici au niveau des protéines. On a progressivement plus P1, progressivement moins expression au niveau des P2. Et quand on a analysé les liens que ça avait avec l'hydroxyméthylation, on a trouvé l'hydroxyméthylation qu'on voit ici à une semaine disparaître quand on utilise des silencing, des siRNs pour silencier l'expression des TETs. Ça veut dire que l'hydroxyméthylation, dans ce cas-là, c'est vraiment dépendant des TETs, mais en plus, on a trouvé que l'expression de HNF4A
l'expression des isoformes P1 à une semaine, on peut la bloquer aussi si on utilise des siRNS pour silencier TETs. Ça veut dire que cette hydroxyméthylation est nécessaire pour le switch des isoformes de HNF4A nécessaire, on sait maintenant, pour la différenciation de ces hépatocytes. On représente ce travail comme ça, on appelle ça un switch épigénétique parce qu'apparemment c'est dépendant d'une marque épigénétique comme la hydroxyméthylation et c'est nécessaire pour passer d'une expression de P2 à PA pendant la différenciation avec un pic d'hydroxyméthylation qui commence juste à une semaine de différenciation. Et très récemment, il y a d'autres études sur d'autres organes qui ont montré que l'hydroxyméthylation c'est nécessaire dans le contexte de différenciation, soit des monocytes à macrophages, des cardiomyocytes ou des cellules T, par exemple. Dans l'hydroxyméthylation, apparemment, il a vraiment un rôle plus général dans des phases terminales de différenciation, à part les différenciations embryonnaires, que c'est peut-être plus connu en fonction de la hydroxyméthylation. À part ça, on sait aussi que ce switch d'expression de HNF4A, c'est important pour le cancer. Et des problèmes de régulation de ce switch sont déjà décrits dans la littérature à niveau des cancers digestifs, mais aussi des cancers de foie, des carcinomes hépatocellulaires, des cholangiocarcinomes. Donc, on pense que ce switch épigénétique, c'est nécessaire dans ces cas. Ça peut être une erreur de ce switch peut participer dans la différenciation et générer des cancers dans différentes conditions. Mais ça, ce n'est pas encore étudié, c'est un peu notre prochain intérêt avec cette étude. Donc, pour finir, la méthylation est un biomarqueur qui contient des informations potentiellement utiles à différents niveaux. Elle peut nous dire l'âge, le sexe, l'origine d'un tissu, mais aussi l'exposition et l'étiologie d'un tumeur. Même si c'est moins abondant, l'hydroxyméthylation peut avoir un rôle clé dans la différenciation des progéniteurs cellulaires dans le foie, comme on a montré. Et ensemble avec les facteurs de transcription, les deux, la méthylation et l'hydroxyméthylation, participent à la définition des programmes cellulaires, des programmes globaux qui définissent l'identité cellulaire, et c'est pour ça qu'ils sont très importants. Il y a beaucoup encore à faire, dont on est encore loin de la clinique dans ces cas-là, surtout au niveau de l'hydroxyméthylation, parce qu'on connaît beaucoup moins. Je voudrais remercier toute l'équipe, spécialement les gens de l'équipe qui ont participé avec les résultats que j'ai montrés aujourd'hui ici, tous nos collaborateurs. Et merci à vous et je suis prêt à répondre à votre question.